Mais il y a 5-6 ans. Ouais. Hein? Non, non, pas si parce qu'ils parlent pas. Je pense qu'ils vont parler. Ouais, il faut que quelqu'un y parle, c'est bien. Moi, je sais pas. Ah oui, il peut, mais tant qu'on te retrouve. T'as pas de voir en film. C'est pas la moi qui a fait le dimanche. Ouais. Je te laisse. Ah, mais je crois pas que ce soit. Ça, je pense pas. C'est vraiment, ça va parler. Oui, oui, oui. On est pas Censurer Barnier, c'est respecter le vote des Français, c'est respecter la souveraineté du peuple. Et c'est par notre motion, déposée par la France Insoumise et le Nouveau Front Populaire, que ce gouvernement a été renversé. Pas par celle du Rassemblement National qui, comme d'habitude, n'a servi absolument à rien, si ce n'est à nous faire perdre 2 mois, puisque nous avions présenté dès le départ, lorsque ce gouvernement illégitime avait été présenté, une motion de censure en octobre que le Rassemblement National avait refusé de voter, et il avait même voté contre la destitution du président de la République, Emmanuel Macron. Aujourd'hui est un jour historique qui porte un signal puissant pour l'ensemble du pays. Et ce signal est le suivant. Le seul souverain en République et en démocratie, c'est le peuple. Le seul souverain, c'est ce peuple qui, à tout moment, peut décider que nous pouvons changer le cours de l'histoire. Alors, le gouvernement Barnier a tenté d'échapper à la censure en choisissant le déshonneur. Il aura eu et le déshonneur et la censure. Aucun mensonge n'est venu à bout de cette censure, notamment pour nous expliquer qu'après cette censure, il y aurait un hiver nucléaire qui s'abattrait sur la France, une pluie de sauterelles, des rivières de sang. Non, ce n'est pas vrai qu'au 1er janvier, les cartes vitales s'arrêteront. Oui, il est vrai qu'avec ce budget que nous avons fait tomber, les pensions des retraités seront indexées immédiatement au 1er janvier. Oui, il est vrai, et nous l'avons démontré dans le débat parlementaire, qu'un autre budget est possible. La censure populaire, pas celle juste institutionnelle, arrive. Elle s'est exprimée hier avec les taxis, avec les agriculteurs, avec les gilets jaunes. Demain, avec l'ensemble des fonctionnaires des services publics, avec les enseignants qui seront dans la rue et nous serons à leur côté. Alors, aujourd'hui, par la censure de ce gouvernement, c'est toute la politique d'Emmanuel Macron qui est battue. Celle qui a été battue 3 fois dans le résultat des urnes. Celle qui s'obstine à vouloir faire payer au peuple et aux services publics la politique faite aux plus riches. Celle qui doit maintenant s'arrêter. Et pour sortir de l'impasse dans laquelle a placé le pays, le président de la République, eh bien, il ne reste qu'une solution. Nous demandons maintenant à Emmanuel Macron de s'en aller.
Ce n'est d'ailleurs pas que la France insoumise qui pense que c'est inéluctable, ce sont 63% des Français qui pensent de même, puisque le gouvernement Barnier est tombé. C'est aussi des personnalités comme Charles de Courson, comme Hervé Morin, comme Jean-François Copé, ou même le président de l'Association des maires de France, David Linard, qui pense lui aussi qu'il est inéluctable que le président s'en aille. Aujourd'hui, nous avons défendu la démocratie, celle qui a été bafouée en 2005, celle qui a été bafouée en 2023 lors de l'adoption par force de la réforme de la retraite à 64 ans, celle bafouée en 2024 lors du non-respect du scrutin du 7 juillet dernier et des législatives anticipées. Nous sommes prêts à gouverner sur un programme de rupture. Avez-vous un candidat pour Matignon? Nous avons toujours dit que nous soutenions Lucie Castet pour Matignon, mais nous ne voulons pas faire semblant de ne pas voir que, par exemple, le Parti socialiste ne soutient plus Lucie Castet. Et je vais vous dire, nous sommes dans un tel moment. J'ai entendu notamment Emmanuel Macron qui disait qu'il voulait nommer un autre Premier ministre dans les 24 heures prochaines. Nous en sommes dans un tel moment de crise politique créée par le président de la République que je vais vous dire, il ne reste qu'une solution pour sortir de l'impasse. Et cette solution, ce sont des présidentielles anticipées pour que le peuple puisse redécider par les urnes du chemin qu'il veut faire prendre à notre destin commun. Merci à vous. Par là. On va de l'avant. Je vais faire le tour. Pas renoncer à tour. Ah ouais. Dommageable, on voit bien qu'on est aussi trop souvent dans des postures, même si les décisions des uns et des autres ne sont pas simples, il faut en convenir. Je pense que la situation est certaine. Je déplore, pour ma part, je crois que notre pays a besoin de stabilité. Quand bien même le gouvernement et Michel Barnier ont des chances de leur côté, je pense que les négociations trop souvent se sont passées ailleurs à l'Assemblée. L'Assemblée a été retournée bien souvent. J'ai entendu toutes les sensibilités qui se plaindre d'un manque de négociation. Il me semble que si je déplore la situation, il faut malheureusement se projeter. C'est ça que j'ai essayé de faire passer tout à l'heure dans l'hémicycle, parce que j'étais la dernière à m'exprimer. Et que la situation est grave. Il ne faut pas que les gouvernements tombent les uns après les autres. On a donc une responsabilité. Je crois que l'Assemblée n'a pas été à la hauteur. Tout n'a pas été à la hauteur ces derniers mois, alors que les comptes publics sont écarlates, alors que les Français sont dans la précarité, il y a un problème d'accès aux soins, que notre économie va mal, que les enjeux internationaux nécessitent qu'on soit fort en France, en Europe. Et face à cela, on s'est perdu dans des milliers d'amendements, on s'est dispersé ici, alors qu'il faut nous concentrer, bien au contraire, sur les mesures essentielles, majeures pour notre pays. J'espère, mais vous savez, je suis arrivée pour la première fois ici à l'Assemblée nationale, j'ai senti réellement le poids de la responsabilité sur mes épaules. Il y a davantage encore aujourd'hui, puisque même si notre constitution, on la découvre tous les jours, est bien faite quelque part et prévoit beaucoup d'outils pour permettre au pays de se doter d'un budget, il n'empêche qu'on rentre néanmoins dans l'inconnu. Et dans un moment d'instabilité internationale, européenne, de fragilité économique. Donc on a besoin, je crois, d'un sursaut des Républicains. Il faut que l'ensemble des forces qui croient justement et qui portent notre République, je mets de côté l'extrême droite et l'extrême gauche, puisque les autres sont frères aujourd'hui. Les deux extrêmes recherchent uniquement la présidentielle anticipée et à fragiliser nos institutions et la République.
invité en tant que républicains, des socialistes, des sociodémocrates, des écologistes, des communistes, du centre bien entendu, puisque la droite sociale et républicaine, eh bien, de nous réunir et de trouver les orientations dont nous avons absolument besoin et les mesures fortes pour porter les solutions que les Français attendent. Je vous remercie. Bon courage à vous. Merci. Ouais, quand tu te vois, Nous avons assisté, je pense, au dernier discours de Michel Barnier. ton truc est trop. Ah, c'est bon. Nous avons assisté, je pense, au dernier discours de Michel Barnier en tant que Premier ministre. Il nous a convaincus d'une chose, c'est son incapacité absolue et totale de comprendre les raisons de la censure. Depuis 90 jours, il a essentiellement, constamment le même discours. Parce qu'il pense que finalement la politique se résume à un art oratoire, que c'est parce qu'il répétera sans cesse et sans cesse des contre-vérités qu'elles deviendront vraies. Aujourd'hui, la politique qui est menée a un impact très concret sur la vie de personnes, de millions de Françaises. On a 55% des Français qui n'arrivent pas à assumer leurs dépenses courantes. Qu'est-ce qu'il faut de plus? On a 6% de déficit et on a 55% des Français qui n'arrivent plus à tenir les deux bouts. Cette politique n'est pas bonne et c'est pour ça qu'elle sera censurée. Et effectivement, je peux vous dire que Michel Barnier ne sera pas regretté. Par contre, c'est à nous de démontrer que nous pouvons faire autrement. Ce que je vous prédis, c'est qu'ils seront très nombreux à vouloir rejouer ce qu'il s'est joué cet été et ce qui nous a amené exactement dans le mur que nous connaissons. C'est-à-dire, s'écharper sur le qui avant de se dire qu'est-ce qu'on veut faire au service des Français. C'est ce que le groupe écologiste et social a posé. Nous voulons travailler sur la question de l'industrie et de l'interdiction des licenciements boursiers suite au PSE qui s'accumule dans le pays. Nous voulons avancer sur la question de l'hôpital, de l'éducation, notamment en réduisant le nombre d'élèves par classe par un plan de recrutement des professeurs. Nous voulons avancer sur la question de la police de proximité. Nous voulons arrêter les fake news en travaillant sur une loi concernant les médias. Je vous dis tout ça parce que je veux que nos collègues qui sont prêts à la discussion nous disent, pas en nous parlant d'accords tacticiens, mais en nous parlant sur le fond, qu'est-ce qu'ils acceptent et qu'est-ce qu'ils rejettent. Parce que le deuxième enseignement qu'on doit tirer, c'est qu'une coalition qui n'est qu'une addition d'intérêts sans ligne rouge claire n'est pas solide. À un moment, il faut que le prochain gouvernement soit solide, soit cohérent et soit solidaire. C'est pour ça qu'il nous faut une feuille de route écologiste et sociale et que le groupe écologiste et social la propose. Et donc oui, ce qu'on nous dit, c'est ne rejouons pas le même scénario qu'en juillet. Et la dernière leçon que nous devons tirer de la période, c'est que cela se joue à l'Assemblée nationale. Et il faut arrêter de penser qu'un gouvernement, quel qu'il soit, pourra tenir s'il méprise l'Assemblée nationale, s'il ne laisse pas les groupes entre eux construire des compromis solides. Donc oui, il faut une chose, c'est garantir d'arrêter d'utiliser le 49.3 et accepter que les discussions qui forment cette feuille de route gouvernementale aient lieu à partir des groupes de cette Assemblée. Alors nous l'avons dit, nous avons déposé une feuille de route avec des propositions. Ce sont des propositions de gauche et écologistes. Et après, c'est ce que nous mettons au débat. C'est pour ça que j'ai rappelé ces mesures. C'est parce que la question, c'est pas qui on doit faire, c'est de quoi on va discuter. Nous, on va discuter de nos priorités de pays sur la question budgétaire. Est-ce que, par exemple, le dogme de Gabriel Attal, cette espèce d'obsession du zéro impôt, nous a amené dans un déficit désastreux, eh bien, ils le maintiennent. Pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il n'y aura pas de budget solide pour la France s'il n'y a pas de nouvelles recettes. Voilà, notre question ce matin, c'est quel est le contenu qu'on doit donner à la politique de l'après-Barnier. Pour nous, c'est clairement écologique. Merci.
dans ce monde de l'après-censure, nous voulons aussi dire aux Français que nous savons inquiets, que nous sommes prêts à construire un autre chemin, une autre issue politique pour notre pays. C'est un point essentiel que nous voulons vous partager aujourd'hui. Nous souhaitons aujourd'hui, avec ce pouvoir retrouvé du côté du Parlement, pouvoir construire des situations de dialogue, des situations de compromis avec toutes les forces du Front républicain qui sont aujourd'hui représentées à l'Assemblée nationale. Pas une aujourd'hui ne doit manquer dans ce dialogue qui est nécessaire pour construire aujourd'hui dans notre pays une alternative, une alternance. Et nous le savons en tant que membres du groupe socialiste, nous sommes une force centrale aujourd'hui pour impulser une dynamique dans le travail parlementaire. Nous avons des propositions à faire, des propositions concrètes. Nous avons notamment, à travers des lois transpartisanes que nous portons au sein de notre groupe, beaucoup de messages à porter pour répondre à l'urgence du quotidien des Français, que ce soit sur les questions de l'accès aux soins, que ce soit sur les questions d'accès au logement, que ce soit encore sur la question... Est-ce que vous êtes en capacité de proposer un Premier ministre? Vous savez que voilà, vous venez d'être plus ou moins sacré par la... Est-ce que vous êtes capable de faire le mot? Ce que nous disons, c'est que la suite, elle doit s'écrire dans le cadre des institutions. Ces institutions, ce sont celles qui permettent la continuité de l'État, ce sont celles qui permettent qu'il y ait un budget pour la France, même si ça passe par une loi spéciale, c'est celles qui permettront demain à notre pays d'avancer. Nous sommes élus jusqu'au moins à l'été prochain. Cette situation doit nous imposer de trouver d'abord des accords au sein du Parlement. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'accord de non-censure. Ça doit être notre priorité première pour ne pas reproduire les erreurs du passé. La question qui se pose donc, c'est la question du projet partagé. La manière dont la gauche peut accéder au gouvernement, ce sera parce qu'elle aura su s'assurer des conditions d'une non-censure. C'est cela notre priorité. La question de l'incarnation s'imposera ensuite. Vous n'avez pas de candidat à Matignon, Lucie Castet par exemple? Lucie Castet fait évidemment partie des hypothèses, mais ce n'est pas la seule qui est sur la table. Elle a d'ailleurs elle-même dit que ce n'était pas le préalable à tout ce que proposerait le nouveau Front populaire. Donc nous le redisons aujourd'hui, la question qui s'impose, c'est d'abord de se mettre autour de la table l'ensemble des groupes de l'arc républicain pour avancer et trouver le chemin de la non-censure. Et Bernard Cazeneuve? Pour nous construire autre chose, c'est avant tout s'appuyer sur le suffrage universel, sur le résultat des élections législatives qui avait placé en tête le nouveau Front populaire. Donc c'est incontournable aujourd'hui. Il faut un Premier ministre de gauche issu du nouveau Front populaire. C'est en tout cas ce que l'on porte. Parce qu'on estime que dans ce pays, il est possible de faire une autre politique, que cette politique a été mise en œuvre depuis, j'allais dire, très nombreuses années. Une politique qui permette de faire une transformation de la société et surtout, qui réponde aux attentes de la population. Quand on a une majorité dans un pays qui refuse, par exemple, la loi sur les retraites et qu'on piétine, on méprise la majorité du peuple, ça ne peut plus durer. Et je pourrais multiplier les exemples de ce genre. Je vais laisser la parole à mes collègues juste avant, Monsieur la Chassaigne. coprésidente du groupe qui va s'exprimer. Juste une question pour vous, Monsieur Chassaigne. Attendez, vous permettez qu'on s'exprime d'abord. Ok. Moi, je voulais simplement dire que ce soir, c'est une décision que nous avons prise en responsabilité de voter cette motion de censure. Au cours des dernières heures, on a beaucoup entendu ceux qui s'accrochaient au gouvernement Barnier pour faire un mauvais procès, un coup de mensonge, dire que l'on préparait le chaos. Et c'est avec beaucoup de sérénité et en responsabilité qu'on a voté cette motion de censure, pour justement proposer autre chose aux Françaises et aux Français, parce qu'on croit qu'il y a une alternative possible, parce que nous rejetons la politique d'austérité, parce que nous rejetons la politique d'Emmanuel Macron. Et je pense qu'il faut être capable ce soir de dire que ce qui peut se préparer est quelque chose de meilleur, à condition qu'Emmanuel Macron accepte d'entendre la voix des urnes et la voix des Français. L'essentiel des questions, tout à fait. Lucie Castet ou Bernard Cazeneuve pour Matignon? vous me demandez de choisir. Il n'est pas ici question de choisir qui sera le Premier ministre issu du Front populaire, le Premier ministre de gauche. Pour le moment, c'est sur un contenu, c'est-à-dire qu'on est capable de construire un pacte social, un pacte économique
qui peut s'associer à ce pacte social, à ce pacte économique, et c'est ensuite que viendra le choix, je pense, et c'est la responsabilité du président de la République de nommer le Premier ministre. C'est bon? Tout le monde a parlé. On passe au suivant. Suivant. Merci pour vos questions, qui sont nombreuses. Ce soir, le gouvernement de Michel Barnier a été censuré. Il est tombé et je sais que les personnes souhaitent... Ce soir, le gouvernement de Michel Barnier est tombé. Et j'ai conscience que dans de nombreuses maisons, j'ai suivi toute la journée les débats, que ce soit à la télé, sur leur smartphone, à savoir ce qui allait se passer. Eh bien, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude de se dire, de nouveau, la France est sans gouvernement. De nouveau, on a un budget dont on ne saura pas quand il sera adopté. Ce que je veux déjà leur dire, c'est que nous avons fait cette censure, mais en conscience et avec gravité. Nous avions conscience de ses conséquences. Et si nous l'avons fait, c'est que nous savons que nous pouvons proposer un autre chemin. Un chemin qui permet une plus grande stabilité, parce que la manière de gouverner de Michel Barnier, qui était tout outrepassée, une Assemblée nationale qui aujourd'hui est incontournable, ne pouvait pas fonctionner. Nous savons qu'il faut proposer un autre chemin, parce que le chemin de Michel Barnier reposait sur une alliance avec l'extrême droite qui a comme seul calendrier politique ses affaires judiciaires. Le chemin que propose le groupe écologiste et social, c'est un chemin qui repose à la fois sur une clarté de fond. 11 propositions pour une feuille de route écologiste et sociale. Sur la question budgétaire, un budget avec de nouvelles ressources. Sur la question climatique, loi de programmation 4 pour lutter contre le réchauffement climatique. Et bien évidemment sur la question de l'emploi et de l'augmentation des salaires et d'agir fermement face aux plans sociaux qui sont en train de se multiplier. Le groupe écologiste et social a déjà une contribution de fond, parce que la question c'est que va faire le futur gouvernement. La deuxième chose, c'est une méthode. Et cette méthode, c'est d'assumer le parlementarisme, à commencer par le fait de renoncer à l'utilisation du 49.3. L'utilisation du 49.3, c'est la garantie du respect du Parlement, c'est aussi la garantie de la stabilité gouvernementale, puisqu'aujourd'hui, un gouvernement qui voudra passer contre l'Assemblée nationale sera censuré. La deuxième chose, quand c'est une méthode parlementaire, c'est accepter de discuter. Donc oui, nous mettons ces propositions pour construire avec les groupes qui sont républicains des majorités. Le nouveau Front populaire a su le faire sur un certain nombre de mesures dans le cadre du budget. Nous souhaitons que nous allions plus loin et que oui, nous montrions enfin que une politique aujourd'hui de gauche, écologiste, qui protège la santé, qui protège le pouvoir d'achat, qui protège les impacts du réchauffement climatique, elle peut avoir une majorité et perdurer dans le temps. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour être à la fois clair, cohérent, conforme à nos engagements auprès de nos électeurs pour une autre politique et tout à la fois avoir le dialogue nécessaire pour faire en sorte que cette politique advienne. Quel est votre candidat pour Matignon? La première chose, vous savez, le nouveau Front populaire avait désigné une candidate, c'est Lucie Castet. Et ce que nous a appris les discussions de ces derniers mois, c'est que la personne qui nomme le Premier ministre, c'est Emmanuel Macron. Ce que moi je vous dis en tant que présidente d'un groupe parlementaire, ce que disent l'ensemble de mes collègues qui sont membres du groupe écologiste et social, c'est que maintenant, nous devons changer de méthode. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire rentrer des ronds dans des carrés. La méthode de cet été, c'était l'imposition par le président d'un nom, et après on essayait de construire une coalition. Ce que nous disons, c'est que dans l'Assemblée telle qui est la nôtre, c'est l'inverse qui doit se produire. Nous devons discuter entre groupes parlementaires, nous mettre d'accord sur des lignes. Pour nous, c'est cette feuille de route de gauche et écologiste, et de là doit provenir le futur gouvernement, qui pour nous devrait être légitimement un gouvernement de gauche. Vous avez quelques mots ou pas? Alors, je sais que ça peut paraître étonnant, mais les gens vous répondent. C'est-à-dire qu'à un moment, on a déjà fait cet été à jouer à Emmanuel Macron. D'ailleurs, on a vu ça a quand même globalement pas bien fonctionné.
Donc oui, nous on propose autre chose. Ce qu'on dit, c'est qu'à force d'être obsédé par le qui, on en oublie le quoi. Et qu'on pense que la question du contenu, de la ligne gouvernementale, de qu'est-ce qu'on va faire pour répondre. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Je rentre demain en Isère. J'ai 450 salariés qui risquent d'être licenciés par l'entreprise. Si éventuellement la situation a été bloquée, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas pour le moment, il y a la possibilité d'un nouveau gouvernement, d'un nouveau Premier ministre, et nous sommes dans une position constructive dans l'intérêt des Français. Mais si à un moment, le chaos qu'il a au final participé à mettre en place dans cette Assemblée nationale morcelée du fait d'un parti unique avec des alliances totalement folles allant de Jean-Luc Mélenchon à Laurent Wauquiez en passant par Édouard Philippe, il doit aussi assumer une part de responsabilité et à un moment se regarder dans la glace en se disant y a-t-il d'autres solutions? Aujourd'hui, on n'en est pas là et c'est le seul à pouvoir répondre à cette question. Justement, qui doit remplacer Michel Barnier d'après vous? Quel serait votre candidat idéal? Il n'y a pas de candidat idéal. Il y a aujourd'hui un candidat, une personnalité qui acceptera de rompre définitivement, de tourner la page du macronisme, d'éviter d'être à la main d'Emmanuel Macron et de changer d'un point de vue économique et sur la question du budget la vision macroniste que l'on a depuis plusieurs années, qui est de taxer toujours la France qui travaille, les retraités, plus d'impôts, augmenter le coût du travail. En gros, tout ce qu'il y avait aujourd'hui dans ce budget de monsieur Barnier. Et donc, il faut une personne qui respecte les groupes politiques, les différents groupes politiques, mais qui le convertit dans les actes. Il suffit pas simplement d'être poli, d'être agréable. Il faut, dans le budget, dans la conversion très concrète d'une politique publique et d'une vision, que cela respecte les classes populaires, les classes moyennes, les retraités et les entreprises, ce que n'a pas fait monsieur Barnier. Donc je vous dis, c'est la question non pas du casting, mais du cap, de la vision politique, de la direction politique. Il faut quand même que quelqu'un incarne. C'est quoi la suite? C'est quoi votre projet? L'économie française, un budget qui réduit enfin les déficits et qui dégraisse ce mammouth que l'on connaît bien en France. Et donc c'est cela à quoi on va s'atteler dans les prochains jours. Est-ce que le Premier ministre pourrait être M. Bardella? Mais nous avons jamais demandé à ce que le Premier ministre soit issu du Rassemblement national, parce que nous avons, à la différence du nouveau Front populaire, acté que même si nous étions le premier groupe de cette Assemblée nationale, même si nous avons acté que nous étions les plus nombreux en voix aujourd'hui, nous n'avions pas une majorité qui nous permettait de mettre en place le programme politique qui est celui du Rassemblement national. Et c'est aussi la raison pour laquelle, quand nous avons échangé avec monsieur Barnier, que nous avons fixé les lignes rouges, il ne s'agissait pas du programme du Rassemblement national stricto sensu, il s'agissait de 10% seulement. Donc des demandes très raisonnables issues de notre contre-budget. Et donc c'est la raison pour laquelle nous étions dans une vision de co-construction et de compromis. Et ce que n'a pas voulu faire monsieur Barnier, qui s'est entêté à être à la main des macronistes, à la main d'Emmanuel Macron et à vouloir être dans la continuité de cette année, alors que les Français, lors des élections législatives, avaient envoyé un signal totalement inverse, une rupture après 7 ans en matière économique qui a fait du mal à ceux qui travaillent et à ceux qui payent chaque jour plus d'impôts, plus de taxes et qui attendaient qu'il y ait une vraie rupture. Je vous remercie, bonne soirée. On l'a eu. Bravo. On fait le choix du désistement, on fait le choix de ne pas mettre en responsabilité le Rassemblement national sur la base des désistements républicains que nous avions appelés de nos voeux à ce moment-là. Et bien, il faut que l'Assemblée nationale ressemble aussi, donne une suite à ce désistement républicain. Il faut que les forces républicaines, les sociodémocrates, les écologistes pour partie, ceux qui le souhaitent, la droite républicaine et évidemment le groupe central, eh bien, puissent travailler ensemble dans un esprit de stabilité qui est nécessaire aujourd'hui. C'est pas le nom qu'il faut lui donner. En tout cas, l'Assemblée nationale a besoin de retrouver de la stabilité. Parce que cette stabilité, elle est indispensable au bon fonctionnement du pays et à la place de la France en Europe dans un moment où les défis sont immenses. Et donc moi, je ne veux pas que l'on reste dans la main les uns et les autres du Rassemblement national d'un côté et de la France insoumise de l'autre, qui sont des partis populistes et qui tiennent la France en étau, en tenaille et qui abîment la démocratie française. Et donc les socialistes doivent s'affranchir de la tutelle de la France insoumise. Comme nous sommes capables aussi d'avoir mis de côté les insoumis, le Rassemblement national de l'autre, et moi je ne veux pas d'un gouvernement qui puisse devenir